Bonjour, aujourd'hui on va traiter le devoir numéro 3 semestre 2 pour les troncs communs option français. Le devoir surveillé s'intéresse à la transformation chimique et le bilan de matière, le transistor bipolaire et l'ampli opérationnel. Donc l'exercice 1, c'est un exercice de chimie. Il s'intéresse à la transformation et au bilan de matière. On introduit un morceau d'aluminium Al solide de masse M est égal à 16,2 g dans une solution d'acide chlorhydrique H plus Cl- de concentration C est égal à 0,24 mol par litre et de volume V est égal à 1 litre. La réaction chimique mise en jeu entre l'aluminium et les ions H+, produit les ions Al3+, et le dihydrogène H2. Donc ici, pour la première question, on vous demande de décrire le système chimique, c'est de calculer la quantité de matière N1 et N2, respectives de H+, et de l'aluminium. Dans une deuxième question, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction et de tracer un tableau d'avancement. La troisième question, c'est de déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. Dans la dernière question, c'est de déterminer le volume de dihydrogène à l'état final. Alors, pour commencer, pour la première question, on a utilisé ici, dans cette transformation-là, une solution de H+, aqueux, Cl-, ça veut dire une solution ionique qui contient les ions H+, et Cl-, de concentration C est égal à 0,24 mol litre moins 1 et de volume V est égal à 1 litre. On introduit une masse M d'aluminium solide qui est de l'ordre de 16,2 g d'aluminium. Alors, pour décrire le système chimique ici, il faut déterminer les états physiques et les quantités de matière de chaque espèce utilisée, ainsi que les conditions de température et de pression. Donc pour N1, la quantité N1 est égale à la quantité de matière des ions H+ aqueux est égale bien sûr la concentration C fois le volume. Donc la quantité de matière N1 des ions est égale à C fois V qui est égale à 0,24 fois 1. Donc le nombre de moles des ions utilisés au début de la transformation est de 0,24 mol. Pour la quantité de matière de l'aluminium utilisé, bien sûr, connaissant la masse de l'aluminium utilisé, on peut déterminer le nombre de moles. N2 est égal au nombre de moles de l'aluminium, est égal à la masse, connaissant sa masse utilisée sur la masse molaire de l'aluminium. Alors, le N2 est égal à la masse utilisée, c'est 16,2 sur la masse molaire de l'aluminium. Donc ici, un petit calcul nous donne une valeur de 0,6 mol. Voilà, on a déterminé ici les quantités de matière des réactifs utilisés pour réaliser cette transformation-là. Voilà, donc l'objectif de la première question, c'est d'être capable de décrire l'état d'un système en déterminant les quantités de matière à partir des données connues. Pour la deuxième question, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction et de tracer le tableau d'avancement. Vous voyez là, ici, à partir de l'énoncé, on a une transformation chimique entre l'aluminium et les ions H+. Par contre, les ions Cl-, ce sont des ions qui ne réagissent pas, donc c'est
Ce sont indifférents. Alors là, la deuxième question, l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, c'est un écrit symbolique. L'équation de la réaction chimique. Alors ici, nous avons l'aluminium à l'état solide réagit avec les ions apportés par la solution d'acide chlorhydrique. Donc le texte vous dit qu'il y a formation des ions Al3+ aqueux plus la formation du dihydrogène. Alors là, et comme vous voyez ici, la réaction chimique n'est pas équilibrée. Une réaction chimique ou bien l'équation d'une réaction chimique doit être équilibrée en éléments et en charges. Donc ici, vous voyez, pour équilibrer là, il faut avoir le nombre d'atomes ou d'éléments là à gauche est égal au nombre d'éléments à droite, ainsi que la charge là. Donc ici, pour avoir un facteur commun là, ici 3 charges, ici je mettrai là 3. Donc si je mets là 3, ça me donne un 6 là. Donc ici, j'ai équilibré le nombre d'atomes ou bien éléments hydrogène, 6, 6. Pour la charge là, la charge 6+, je dois multiplier ici par 2 pour que la charge à gauche soit égale à la charge à droite. Alors ici, 2 aluminium, je dois ajouter 2. Je pense que la réaction est équilibrée. 2, 6, 2, 3, ce sont les coefficients stoichiométriques. Donc toujours, si vous voulez écrire une réaction, n'oubliez pas à ajuster cette réaction-là ou bien à équilibrer la réaction. Pour terminer la question 2, on vous demande de tracer le tableau d'avancement. Ça veut dire le tableau d'avancement, c'est une méthode pour décrire l'état ou bien l'évolution du système chimique étudié. J'aurais écrit là 2Al plus ici 6H+, ça donne 2Al3+, ici j'ai oublié l'autre, 3H2. Ici bien sûr solide, les états physiques aqueux et gaz. Alors ici c'est l'état initial. Il faut décrire, donc la première ligne me permet de décrire l'état du système à l'état initial. J'ai utilisé une quantité de matière de 0,24 de l'hydrogène, des ions H+, pardon, 0,24, ici 0,6, j'ai pas introduit Al3+, ni H2, donc la quantité de matière de Al3+ à l'état initial est égale à 0, ainsi que, voilà. Donc pour décrire l'état ou l'évolution du système, on a déterminé donc état intermédiaire. Au cours de la transformation, on a déterminé l'avancement comme une grandeur exprimée en mol qui me permet de suivre l'évolution des quantités de matière. À un instant T, j'aurai la quantité de matière de l'aluminium qui reste, c'est 0,6 moins 2x. Donc ce qui reste à un état intermédiaire. Ce qui reste, la quantité restante de H+, 0,24 moins 6x. Donc, à un état intermédiaire, on a formation de 2x de Al3+, et formation de 3x de H2. Donc, lorsque la transformation arrive à l'état final, l'avancement prend l'avancement maximal. Ça veut dire 0,6 moins 2x max, 0,24 moins 6x max. X max, c'est l'avancement maximal de la réaction. 3x max. Voilà, donc il faut être capable de décrire ou bien de tracer un tableau d'avancement et de savoir la signification de chaque terme. Ça veut dire là, 0,24 moins 6x max, c'est la quantité de matière restante à l'état final de H+.
Par exemple, 3x, c'est la quantité de matière de H2 formée à un état intermédiaire. Et donc, pour calculer, pour la troisième question, c'est de déterminer l'avancement X max. Alors, pour déterminer l'avancement X max, bien sûr, on va faire des suppositions, parce que la possibilité d'avoir les deux réactifs consommés totalement à l'état final. Donc, troisièmement, donc pour déterminer l'avancement maximal, on suppose que l'aluminium comme réactif est limitant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est consommé totalement à l'état final. C'est une supposition. Est un réactif limitant. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il est limitant, sa quantité de matière n'existe plus, donc ça veut dire que 6, moins 2x max est égal à 0. Ça veut dire que x max, c'est une supposition, c'est tout. C'est 0,6 sur 2 qui est égal à 0,3 mol. On suppose de nouveau, donc on suppose maintenant une deuxième fois que les ions H plus aqueux sont bien limitants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Limitant, ça veut dire la quantité de matière à l'état final est égale à 0. On va obtenir là 6, moins 6x max est égal à 0. Ça veut dire là que x max est égal à 0,24 sur 6. Alors la valeur qu'il nous peut donner, c'est de l'ordre, donc ici, de 0,04. Alors là, les suppositions, on est arrivé à déterminer deux valeurs de x max par les deux suppositions, mais on va adopter la plus petite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas consommer plus qu'on a. Donc l'avancement de la réaction là, à partir de là, donc on en déduit que l'avancement de la réaction que l'avancement maximal de la réaction est x max est égal à la plus petite valeur, comme j'ai dit, 0,04 mol, et par suite le réactif limitant, ça veut dire celui qui stoppe la transformation, le réactif limitant et les ions H+, j'enlève le stylo, et les ions H+, aqueux. Voilà. Donc l'objectif de la deuxième question, c'est d'écrire l'équation de la transformation, une équation ajustée, et de dresser un tableau d'avancement qui nous permet de suivre l'évolution de la transformation de l'état initial à l'état final. Alors, pour la quatrième question, on vous demande de déterminer le volume formé à l'état final du hydrogène. Alors, et cet X max là nous permet aussi de déterminer l'état final. Ça veut dire en remplaçant X max par sa valeur, on peut en déduire les quantités de matière à l'état final, et comme ça on a déterminé le bilan de matière. Pour la quatrième question, troisième, c'est déjà troisième question ici, là, troisième. La quatrième question maintenant, c'est de déterminer le volume d'hydrogène formé à l'état final. Alors, à partir du tableau d'avancement, comme vous voyez, le nombre final de H2 est égal à 3x max, qui est égal à 3 fois
0,04 est égal 0,12, c'est ça, 0,12 mol. Donc ici nous avons la formation de 0,12 mol. Alors là, pour déterminer maintenant le volume, on sait que le nombre final de H2 est égal le volume final formé de H2, bien sûr, sur le volume molaire. On vous indique ici que le volume molaire, que c'est 24 litres par mol. Alors là, on en déduit que le volume molaire, le volume final de H2 est égal le nombre final de H2 fois le volume molaire. Comme application numérique là, le volume final de H2, la quantité de matière est égale 0,12 fois, étant donné que le volume molaire c'est 24 litres par mol, on trouve une valeur de 2,88 litres d'hydrogène formé à l'état final au cours de cette transformation-là. Donc ici, l'objectif de l'exercice, c'est bien sûr de savoir écrire une réaction chimique ajustée et de dresser un tableau d'avancement pour en déduire un bilan de matière à l'état final. Et voilà, l'exercice 1 se termine là dans le but de faire l'exercice 2. Donc l'exercice 2, ça concerne un montage à ampli opérationnel. La partie 1 de l'exercice, on considère le montage amplificateur idéal suivant. Donc le montage est devant vous, il est constitué d'un ampli opérationnel et de conducteurs ohmiques R1 et R2 montés de cette façon-là. Alors là, on appelle la tension UE, la tension d'entrée appliquée à l'entrée de la borne inverseuse de l'ampli opérationnel. Bon, on choisit de telle façon, on va faire l'étude de telle façon que R2 est égal à 2R1. Donc ici, on va quelle est l'utilité de l'ampli opérationnel de ce montage-là. On va vérifier. Donc, un petit rappel, tout d'abord, on va travailler, on considère que notre ampli opérationnel, l'amplificateur, opérationnel ici, idéal. Qu'est-ce que ça veut dire un amplificateur idéal ici? Le courant qui entre par la borne inverseuse I-, ici le courant qui entre par la borne non inverseuse I+, ça veut dire là I- est égal à U+, est égal à 0, parce que l'ampli opérationnel possède une impédance ou bien une résistance très très grande. Donc il est idéal, donc I- est égal à U+, est égal à 0, et que la tension différentielle est égale le potentiel de la borne plus moins le potentiel de la borne moins. C'est les caractéristiques d'un amplificateur opérationnel idéal. Donc on va traiter ce montage-là dans la condition où l'amplificateur est idéal. Alors comment peut-on démontrer que la tension, la relation entre la tension US et la tension UE vérifie la valeur indiquée ici, US est égale moins R2 sur R1 fois la tension d'entrée UE. Alors là, comme vous voyez, on va considérer un circuit d'entrée et un circuit de sortie. On applique une tension à l'entrée et on aura une tension de sortie. Alors, quelle est la relation entre ces deux tensions-là? Tout simplement, on doit appliquer, nous avons là un circuit d'entrée. On va appliquer la loi d'additivité pour le circuit d'entrée, là. Donc, quelle est la relation entre la tension UE et la tension U1 en appliquant UE est égal à U1 plus la tension qui existe là, c'est la tension 0, ou bien plus epsilon. Donc en appliquant
En appliquant ici la loi d'additivité de tension, donc dans le circuit 1, ici je nomme là, vous voyez que UE est égal UA plus Y, la tension différentielle. Et comme on a considéré l'ampli opérationnel, c'est ça, IE est égal U1 qui est égal R1 fois I. Voilà la première relation. Donc la première relation, on a seulement appliqué la loi d'additivité de tension ici, que puisque epsilon est égal à 0, on a une tension là, comme si ce point-là est lié à ce point-là par un fil, donc c'est une masse qui est virtuelle. Alors là, on fait la même chose pour le circuit de sortie, de même, on va appliquer la loi d'additivité ici pour le deuxième, de même. De même, pour le circuit de sortie, on va faire la même chose. En appliquant la loi, vous voyez ici, la tension ici est égale à 0, qui est égale à la tension. On applique tout simplement la loi d'additivité de tension. 0, donc ici ce point-là est lié à ce point-là virtuel, alors est égal U2 plus US. 0 est égal, j'applique seulement U2 plus US. Alors, j'obtiens la tension de sortie US est égale moins U2. Et comme vous voyez, U2 est égal, c'est la convention récepteur, US est égal à moins R2 fois I, la deuxième relation. Donc on obtient la deuxième relation à partir de l'étude du circuit de sortie. Alors là, pour obtenir la relation demandée, 2 sur 1 peut donner US sur UE est égal moins R2I sur R1 I. D'où on obtient US est égal à la tension de sortie est égal à moins RS sur R2 sur R1 fois UE. Voilà la relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée appliquée à l'entrée inverseuse de l'ampli opérationnel. Alors là, pour la deuxième question, quelle est la valeur du coefficient d'amplification ou bien le gain? Deuxièmement, le gain ou bien, comment peut-on déterminer le coefficient? Le coefficient d'amplification, ou bien le gain d'amplification. Qu'on détermine bien sûr, qu'on note souvent G est égal US sur IE. Donc ça veut dire à comparer la tension de sortie à la tension d'entrée est égal moins R2 sur R1. Voilà le gain d'amplification. Je calcule fait, on a R2 est égal à 2R1, ça veut dire que le gain, qu'est-ce que ça veut dire, est égal à moins 2. Le gain d'amplification, donc ça veut dire que dans ce montage-là, si vous appliquez une tension de l'ordre de 1,5 volts, on obtient à la sortie moins 3 volts. Mais attention de ne pas oublier, ça veut dire qu'il ne multiplie pas la tension, mais n'oubliez pas que le fonctionnement d'un ampli opérationnel oblige une alimentation. Alors pour la dernière question, c'est de justifier, le nom du circuit, c'est un amplificateur inverseur. Donc troisièmement, donc ici le circuit dans le montage étudié, vous voyez que la tension de sortie
et la tension d'entrée est multipliée par 2, elle est inversée. Ça veut dire le signe de la tension de sortie est l'inverse du signe de la tension d'entrée, donc c'est un inverseuse. Donc à partir de ces données-là, G est égal à moins 2, donc implique c'est un amplificateur inverseur. Et amplificateur inverseur. Voilà, à partir du gain, donc ici, si on change la résistance R2, on peut augmenter la tension, mais à ne pas dépasser la saturation. Alors maintenant, la deuxième partie, on va étudier le circuit qui est devant vous, la deuxième partie. Maintenant, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on applique la tension à l'entrée non inverseuse. Alors, ici, on essaye de déterminer l'utilité d'un ampli opérationnel dans un circuit électrique. La première utilité, c'est d'inverser et d'amplifier. Dans la partie 2, on va essayer de déterminer, son utilité dans ce montage-là. Alors, de même, la tension UE d'entrée est appliquée à l'entrée non inverseuse de telle façon que toujours R2 est égal à 2R1 et qu'on a appliqué une tension de l'ordre de 1,5 volts à l'entrée non inverseuse. De la même manière, on va essayer de vérifier la relation suivante. On va suivre la même méthode, 1 plus R2 sur R1 fois UE. Alors, vous voyez toujours, on va considérer un circuit d'entrée et un circuit de sortie, puisqu'on a considéré que ce point-là, c'est une masse virtuelle, comme si l'ampli opérationnel nous sépare deux circuits, un d'entrée. Donc, si j'applique la loi d'additivité pour le circuit 1 d'entrée et pour le circuit de sortie 2, de la même manière, la même démarche, en appliquant la loi d'additivité des tensions dans le circuit 1, ici la tension entre les points du fil est égale à 0, donc 0 est égal à la tension U1 plus la tension UE. Ici seulement, si vous avez du mal, vous posez 10 points. 0 est égal à U1 plus UE. Donc UE est égal à moins U1 est égal à moins R1 fois I. Voilà ici la relation entre le courant, toujours l'ampli opérationnel est idéal, la tension différentielle ici, epsilon est égal à 0, le courant I- est égal à 0, I plus est égal à 0. Alors là, donc on va faire de même pour le circuit 2 de sortie. Pour le circuit de sortie 2, on va appliquer la même chose, vous voyez. La tension UE, ici c'est 0, est égale à la tension U2 plus la tension US d'une manière beaucoup plus simple. On sait bien sûr appliquer facilement la loi d'additivité de tension. Est égal epsilon, c'est 0, est égal U2, la tension entre les bornes du conducteur R2, plus US. Alors, US, la tension de sortie US est égale UE moins U2. Alors, U2, en appliquant la loi d'Ohm, là, U2 est égal à R2 fois I, UE est égal à moins R2 fois I. Voilà. Et pour trouver la relation entre US et E, on va lier entre les deux relations trouvées pour le circuit 1 et pour le circuit 2. À partir de 1, vous voyez, à partir de la relation 1, on en déduit que I est égal à moins UE sur R1. Et en remplaçant I par sa valeur dans la relation 2, US est égal à UE
moins R2 facteur de moins UE sur R1. Donc US est égal à E, d'où la relation demandée. 1 plus R2, et comme vous voyez ici, si on applique la tension d'entrée à la borne non inverseuse, on aura une relation de cette forme-là. Alors, pour la deuxième question de même, comme on a fait pour le premier montage, c'est de déterminer le gain ou bien le coefficient d'amplification. Toujours deuxièmement, le gain, donc cette fois-ci, le gain ou bien le coefficient d'amplification est déterminé par G est égal US sur UE, qui est égal à 1 plus R2 sur R1. Voilà le coefficient, le gain. Donc, vous voyez qu'il dépend de R1. Si je veux un gain plus grand, il faut varier R2, mais à ne pas dépasser la saturation de l'ampli opérationnel. Et pour les valeurs données, vous voyez ici le gain est égal à 1, R2 2R1 fois 2 est égal à 3. Vous voyez que cette fois-ci, la tension US, la tension de sortie IS et la tension UE ont le même sens. Donc, c'est un amplificateur non inverseur. Donc, ici, 1,5 fois 3, ça nous donne 4,5, d'où le nom, la justification du nom du circuit. Pour la dernière question, troisièmement, le circuit est un amplificateur non inverseur. Le circuit, ici, est un amplificateur non inverseur. Pourquoi? Parce que le gain est égal plus 3. Donc ici, on a amplifié la tension d'entrée par 3, de 3, et qu'il a gardé son signe. Ça veut dire là, c'est un circuit non inverseur. Et voilà, l'exercice 2 se termine. Donc l'objectif de l'exercice 3, c'est d'étudier le régime de fonctionnement d'un transistor. Donc pour étudier le fonctionnement d'un transistor, on réalise le montage suivant. Donc le montage comporte un transistor bipolaire, deux conducteurs ohmiques, un générateur 4,5 lié à un rhéostat pour polariser la jonction base-émetteur et un autre générateur 12 volts pour polariser la jonction collecteur-émetteur. Donc on réalise ce montage-là et on fait varier la tension appliquée dans le circuit de base et on mesure les intensités du courant IB, IC, IE. Et on obtient des résultats qui nous permettent de tracer la caractéristique IC en fonction du IB. Comme vous voyez ici, à partir de ce montage-là, en variant le rhéostat, on a tracé la caractéristique IC en fonction de IB qui permet de déterminer les régimes de fonctionnement de ce transistor-là. Alors, pour la première question, comment se comporte le transistor si IB est égal à 0? Dans le deuxième cas, de représenter les tensions, les courants IB, IC, IE et d'en déduire la relation entre eux. Pour la troisième question, décrire les deux régimes de fonctionnement du transistor à partir de la caractéristique IC en fonction de IB. Alors, quatrième question, c'est d'écrire la relation entre IB et IC dans les deux régimes. Cinquièmement, c'est de déterminer le gain du courant en régime linéaire et dans la dernière question, c'est de calculer IE si IB est égal à 0. Donc, on commence à déterminer le comportement des transistors petit 1 à partir de la caractéristique, vous voyez, si IB est égal à 0, alors IC est égal à 0. C'est ce point-là que j'ai nommé grand 1, donc c'est un régime qui est bloqué.
Donc le transistor est bloqué. On parle d'un régime, donc un régime, le régime est le régime 1, c'est le régime, on parle d'un régime bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire là? Vous voyez le régime bloqué, si la jonction base-émetteur est bloquée, alors vous voyez que IC est égal à 0, ça veut dire que le circuit de sortie a une influence sur le circuit de sortie. Alors, pour la deuxième question, on vous demande de représenter les courants IC, IB, IE. Alors, on représente le transistor bipolaire de cette façon-là. Il a 3 pôles. Ici, de cette façon. Donc, la borne 3 pôles. B, on nomme celui-là, c'est B, la base. L'autre, c'est le collecteur. Et l'autre, c'est l'émetteur. Donc, un type de transistor. Donc, ici, c'est le courant qui entre par la base, IB. Ici, IC, le courant du collecteur. Ici, IE. Bien sûr, la jonction BE se comporte comme une diode. La jonction CE se comporte comme une diode. Donc, ici, il faut appliquer une tension UBE, bien sûr, qui est supérieure à la tension seuil pour que IB soit différent de 0. Si la tension IBE est inférieure à US, le courant IB est égal à 0, donc on parle d'un régime qui est régime bloqué. Alors on vous demande de trouver la relation là. Vous voyez là que IE, le courant de l'émetteur, est égal au courant de la base plus le courant du collecteur. Il apparaît bien que ici le transistor joue le rôle de, bien sûr, on peut dire que c'est un nœud. Donc le transistor là, donc seulement, c'est pas un nœud, mais je joue le rôle d'un nœud seulement à partir de la loi des nœuds. Mais c'est pas un nœud. Donc là, la relation entre le courant de l'émetteur est égale au courant de la base plus le courant du collecteur. Alors, d'écrire la troisième question à partir de la caractéristique, on vous demande de chercher la relation entre IB dans les deux régimes. Je parle du régime qui est linéaire et du régime saturé. Et donc, troisièmement, donc d'écrire les régimes. Si IB est égal à 0, vous voyez, on parle d'un régime bloqué. Donc, vous voyez que si IB est inférieur, je peux dire inférieur ou égal à 0,6 mA, on parle d'un régime qui est linéaire. Alors, pour le troisième régime, j'ai noté sur la caractéristique grand 1, grand 2, grand 3, vous voyez que pour IB supérieur, strictement je dirais, 0,6 mA, vous voyez que IC garde la même valeur et ne varie plus, est égal I de saturation. Donc on parle d'un régime qui est saturé. Alors, le transistor peut fonctionner dans les trois régimes, mais ce qui nous intéresse, il va jouer un rôle d'amplification lorsqu'il fonctionne dans le régime linéaire. Alors, à partir de la caractéristique, bien sûr, on a défini les trois régimes de fonctionnement de ce transistor-là. Pour la cinquième question, c'est de déterminer le gain du courant. Alors, quatrième question, c'est d'écrire la relation, écrire la relation dans les deux régimes. Quatrièmement,
La relation entre, dans le deux régimes, je considère le régime 2. Donc le régime 2, c'est le régime linéaire. Vous voyez que IC est égal, et c'est une fonction affine, il y a une proportionnalité entre IC et IB, que je peux dire IB, IC est égal dans le régime de linéarité. Donc, régime linéaire, on peut modéliser la relation entre IC par IB par cette relation-là qui est linéaire, c'est la relation de proportionnalité entre IC et IB. Et dans le dernier régime, qui est un régime saturé, vous voyez, quelle que soit la valeur de IC, quelle que soit la valeur de IB supérieure à 0,6 milliampères, vous voyez que IC est égal I de saturation, ça veut dire là, il n'y a plus, donc le circuit d'entrée n'a plus d'influence sur le circuit de sortie. Il y a une influence du circuit d'entrée sur le circuit de sortie lorsque le fonctionnement est un fonctionnement dans le régime linéaire. Et pour la cinquième question, pour déterminer le gain du courant, c'est bien sûr le gain d'amplification, donc c'est le coefficient de proportionnalité, le gain, bien sûr le gain d'amplification ici du courant. Bêta est égal delta IC, c'est le coefficient mathématiquement, le coefficient directeur de la droite IC en fonction du UB dans l'intervalle du fonctionnement linéaire, IB. De la même manière, pour 120, 0,6 milliampères, donc c'est pas grave, moins 0. Donc ici, 120, donc bêta est égal 200 à peu près. Voilà, le gain ici, c'est 200. Ça veut dire là que si vous avez un courant IB qui entre, il est multiplié 200 fois dans le collecteur. Alors là, vous voyez que le transistor ici joue un rôle d'un amplificateur du courant. Donc, contrairement à ce qu'on a vu dans l'exercice 2, l'ampli opérationnel a joué un amplificateur de tension. Alors là, ici, donc si vous avez 1 milliampère ici, on peut avoir ici 200 milliampères, donc c'est l'utilité du transistor bipolaire. Pour la dernière question, c'est d'en déduire la valeur de E. Bien sûr, on va appliquer cette loi-là. Sixièmement, UE est égal IB plus IC. Donc ici, si IB est égal à 1, donc à partir de la caractéristique, vous voyez si IB est égal à 1, alors IC est égal à 120, est égal à 1 plus 120, donc est égal à 121 milliampères. Donc ici, on est arrivé à vous déterminer d'une façon simple l'utilité d'un transistor dans un circuit électrique. Ici, il a joué un rôle d'un amplificateur du courant. Dans l'exercice 2, on a déterminé quelques utilités de l'ampli opérationnel. Il joue le rôle d'un amplificateur de tension. J'espère bien que vous avez compris ce que je vous dis et notre devoir se termine là et merci.